Au Mali, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jenim ont ordonné mardi 19 février aux habitants de Dianké dans la région de Tombouctou de quitter. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et puis en Guinée, Abdoul Sako, opposant aux militaires au pouvoir, a été retrouvé ce 20 février dans un état critique, torturé et abandonné en brousse selon ses avocats après être enlevé par des hommes encagoulés. Des détails à retrouver dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur TAD Info TV. Au Mali, les habitants de Dianké, situés entre Léré et Niafonké, dans la région de Tombouctou, ont dû quitter leur village sous la menace du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jenim lié à Al-Qaïda. Les djihadistes ont sommé mardi 19 février au soir les habitants de partir. L'armée malienne s'est ensuite rendue dans le village de Dianké, largement déserté par ses habitants. Les djihadistes du Jenim sont arrivés mardi 19 février au crépuscule du soir et se sont adressés aux villages rassemblés dans la mosquée. Selon plusieurs sources locales, habitants et ressortissants de la zone, notabilité de la région de Tombouctou, les djihadistes leur ont ordonné de quitter leur village sans fournir davantage d'explications. La grande majorité des habitants de Dianké et du hameau voisin de Filiki, par peur, ont immédiatement obtempéré, établissant un vaste campement de fortune à environ 2 km en brousse. Certains ont ensuite rejoint les villages de Diartou et Sambani. Quelques habitants ont toutefois refusé d'obéir aux djihadistes et se sont restés chez eux. Zone contrôlée par le Jenim, plusieurs sources expliquent que Dianké se trouve dans une zone contrôlée par le Jenim depuis des années et s'interrogent sur le motif de cet ultimatum. Certains estiment qu'il s'agit de protéger les civils dans la perspective de futurs combats. D'autres jugent au contraire cette explication peu vraisemblable. Des désaccords ou incompréhensions au sein même du Jenim sont également évoqués par une source bien renseignée. En fin de compte, rien de clair à ce stade. Le Jenim, qui communique régulièrement sur ses actions, ne l'a pas fait pour ce déguerpissement, du moins pour le moment. Figure de la société civile guinéenne, cadre de la coalition des forces vives de Guinée opposée à la junte au pouvoir dans le pays, Abdoul Sako a été retrouvé dans un état critique, torturé et abandonné en brousse par ses ravisseurs, ont annoncé ses avocats jeudi 20 février. Celui-ci avait été enlevé la veille à son domicile de la banlieue de Conakry par des hommes encagoulés. Retrouvé dans la soirée du mercredi 19 février dans un état critique, quelques heures seulement après avoir été enlevé à son domicile de la banlieue de Conakry par des hommes encagoulés, Abdoul Sako a été découvert dans la préfecture de Fort-Ikaria, au sud-est de la capitale, par des paysans. Laissé pour mort loin de chez lui, il avait auparavant été battu par ses ravisseurs, ce qui conduit aujourd'hui ses camarades de lutte à dénoncer de tels agissements. Il a été sauvagement torturé et ce n'est pas le fait de simples bandits comme on a voulu faire croire. Abdoul Sako n'est pas suffisamment riche pour qu'on s'en prenne à lui pour de l'argent. Nous savons tous qui a fait cela. Un jour, la vérité éclatera car les violations des droits de l'homme sont imprescriptibles, affirme ainsi Ibrahima Balaya Diallo, membre des forces vives de Guinée. Et celui-ci de poursuivre en demandant aux autorités de transition d'arrêter ces exactions. Lors du Conseil des ministres du mercredi 19 février, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé l'organisation de fouilles archéologiques pour connaître la vérité sur le nombre de tirailleurs africains tués par les forces coloniales françaises lors du massacre de Thiaroye, près de Dakar, le 1er décembre 1944, après qu'ils réclamaient leur solde. Le vœu des historiens qui réclament leur tenue depuis près de 20 ans et en passe d'être exaucé lors du Conseil des ministres de ce mercredi 19 février. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé la prochaine organisation d'une campagne de fouilles archéologiques pour déterminer combien de victimes avaient été tuées lors du massacre de Thiaroye perpétré par les forces coloniales françaises près de Dakar, dont le Sénégal vient de commémorer le 80e anniversaire le 1er décembre dernier. Si aucune date n'a certes été annoncée pour le lancement des recherches, les spécialistes qui travaillent sur le sujet ne s'en cachent pas. Ils sont malgré tout très satisfaits de cette décision qu'ils considèrent comme un grand pas en avant. Pour eux, le feu vert donné par les autorités sénégalaises pour procéder à ces fouilles est en effet le point le plus important à ce stade. Certaines associations entendent une telle décision depuis près de 20 ans. C'est par exemple le cas de l'Association sénégalaise des professeurs de géographie qui en avait fait la demande dès 2005 sans succès.
On revient de très loin, explique ainsi l'historien Mamadou Kone, qui est également membre du comité scientifique sur les massacres de Tiaouré constitué l'an dernier. Depuis les années 2005-2006, nous avons toujours dit qu'à défaut d'archives, il fallait procéder à des fouilles archéologiques parce que si les archives ont été dissimulées depuis le 1er décembre 1944, il n'y a aucune raison pour qu'on nous les sorte maintenant, gentiment en nous disant « Désolé, on s'était trompé, on vous les remet poursuivre ces derniers ». Les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre James Kabarebe, ministre rwandais de la coopération régionale, et Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC 123, Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire soutenu par Kigali selon l'ONU. Dans son communiqué, le Trésor américain dénonce très clairement le rôle de James Kabarebe et Lawrence Kanyuka dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23, soutenu par le Rwanda. James Kabarebe, ministre rwandais de la coopération régionale, est présenté comme ayant un rôle central dans le soutien du M23 et son organisation militaire. Il est d'ailleurs un ancien général des forces armées rwandaises. Le communiqué du Trésor lui attribue aussi un rôle clé dans l'extraction et l'exploitation des ressources minières dans l'est de la RDC. Lawrence Kanyuka est lui le porte-parole civil du mouvement M23 et l'Alliance Fleuve Congo. À ce titre, il est accusé par les États-Unis de participer activement à la déstabilisation dans l'est de la RDC. Les sanctions consistent essentiellement en des gels d'avoirs des personnes concernées et des entités leur appartenant. 2 sociétés de Kanyuka basées à Londres et à Paris sont également sanctionnées. Pour le département d'État américain, les prises de Goma fin janvier et de Bukavu ensuite, ainsi que la rapide expansion du M23 dans l'est de la RDC, ont conduit à des milliers de morts civiles et à des déplacements forcés de population. Créant un conflit régional, les États-Unis appellent à un retour à la négociation et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Suisse a reconnu ce jeudi 20 février que les programmes suisses d'assistance et de placement extra-familiaux ayant visé pendant des décennies les Yéniches et les Manouches constituent un crime contre l'humanité, estimant à environ 2000 le nombre de ces placements. Le gouvernement reconnaît que les actes perpétrés dans le cadre du programme œuvre des enfants de la Grande Route doivent être qualifiés de crimes contre l'humanité selon les critères du droit international public actuel. Selon un communiqué, il réitère par ailleurs les excuses formulées en 2013 à l'égard des personnes et des communautés touchées par les injustices commises. Jusqu'en 1981, une série de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux ont frappé plus d'une centaine de milliers d'enfants et d'adultes sur le territoire suisse, explique le communiqué. Les victimes de cet acte étaient des personnes issues de milieux défavorisés ou dont le mode de vie ne correspond pas aux normes sociales de l'époque. Parmi elles figurent des individus qui pratiquent un mode de vie itinérant, comme les Yéniches et les Manouches. Le principal artisan de ces enlèvements d'enfants est l'œuvre des enfants de la Grande Route, un programme de la Fondation Pro Juventud entre 1926 et 1973. Les responsables de cette opération, avec l'aide des autorités, retirent à leurs parents environ 600 enfants yéniches pour les déplacer de force dans des foyers, des maisons de correction et des familles d'accueil, en violation des principes de l'État de droit, explique le communiqué. Des manouches font également partie des victimes, précise-t-il. Par ailleurs, des adultes qui font l'objet d'un placement extrafamilial pendant leur minorité sont mis sous tutelle ou placés dans des institutions, frappés d'une interdiction de mariage et dans certains cas stérilisés de force. Outre Pro-Juventud, des organisations caritatives, religieuses et des autorités ont également été actives. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.